Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan lecture de l'ensemble des titres que j'ai lus en roman durant le mois d'octobre. Octobre a été un mois plutôt productif. J'ai lu pas mal de romans mais également pas mal de graphiques que vous verrez ultérieurement dans un point lecture spécial graphique. Déjà petite mention spéciale. On arrive à la période où il fait pas très beau. Moi j'habite dans une région, le quasi-nord on va dire, hein, où forcément là chez moi c'est la pluie, le froid et on n'a pas beaucoup de soleil. Donc du coup j'ai sorti la lumière artificielle. Mais la conséquence étant que portant des lunettes, eh bien voilà, il y a deux options. Soit je filme sans lunettes, sachant que pour moi c'est possible. Soit je filme avec les lunettes et vous allez souffrir d'avoir... vous savez, les points lumineux dans les lunettes. Donc voilà, moi j'ai pris l'option de filmer sans les lunettes. Je suis myope, mais bon, j'arrive à lire quand même à peu près mes notes, donc ça devrait aller sans trop de soucis. Comme d'hab, je vais commencer du titre qui m'a moins plu au titre qui m'a le plus plu. J'ai 3 titres qui ont été des déceptions ce mois-ci, des lectures sympas, et 3 excellentes lectures que j'ai beaucoup de mal à départager. Voilà, donc on va démarrer tout de suite par... peut-être la plus grosse déception, peut-être avec celui d'après, on va dire. Bref, un titre que j'avais dans ma palle depuis un moment, que j'avais acheté sur Ulule et qui l'a pas trop fait, c'est Asphodèle de Louise Lebar. C'est publié aux éditions Noir d'Absinthe. J'avais pris cette très jolie édition collector, je crois que c'était sur un Ulule proposé par la maison d'édition. On a des illustrations, donc le roman est d'abord... une alternance de pages comme ça noires et de pages blanches. Alors il y a une raison pour laquelle il y a cette alternance, et puis voilà, chaque page a un contour comme ça tout autour, ça fait un peu comme des épines de rose. Et puis on a à plusieurs endroits des illustrations, voilà, comme ça, qui parsèment le recueil. Ici, en gros, on va suivre l'histoire du vampire Asphodèle, du moment où il va devenir vampire jusqu'à un certain nombre un moment particulier de son histoire. On va le suivre, alors je crois qu'on suit 7 histoires, 7 histoires d'amour qu'il a eues avec différentes femmes. Un roman, alors il y a quelque chose qui est d'assez évident dans ce roman, c'est la qualité de l'écriture de Louise Lebar. Elle a vraiment une plume absolument magnifique. Si vous aimez vraiment les gens qui ont du style quand ils écrivent, franchement, Louise Lebar, allez-y, foncez, elle a vraiment une très belle plume. L'objet livre il est très joli. Alors au début je n'étais pas forcément très fan des illustrations de Floquera, et puis finalement je trouve que ces illustrations se marient très bien avec le texte finalement. Bref, on est également sur un texte qui est assez glauque, assez noir, un trigger warning quand même. On a au moins une scène de viol si c'est pas deux, et puis pas mal de non-consentement quand même. Donc voilà, sachez qu'il y a quand même pas mal de choses un peu gênantes dans cette histoire. J'avais lu beaucoup d'avis, je m'attendais presque à pire quand je l'ai lu. Voilà, que sur les avis que j'avais vus, j'avais vraiment l'impression que c'était absolument atroce, immonde, en permanence. Alors certes, il y a un certain nombre de choses qui sont malaisantes, qui sont gênantes. Il y a, comme je disais, du viol et du non-consentement. Par contre, alors est-ce que c'est le fait d'avoir été prévenu, de le savoir en amont, je ne sais pas, mais finalement j'ai trouvé ça... ça aurait pu être pire, voilà, ça aurait pu être bien pire tout au long de ma lecture, même s'il y a un certain nombre de choses qui m'ont quand même fortement gênée. Ça n'a pas tant handicapé ma lecture que ça. Donc l'écriture est très belle, le personnage d'Asphodèle il est éminemment détestable, mais je pense qu'il n'est pas fait du tout pour être apprécié, loin de là. Je trouve que dans ce texte il n'y a pas beaucoup de personnages auxquels s'attacher, finalement, c'est un peu compliqué. La manière dont Louise Lebar traite le personnage du vampire, le mythe du vampire, elle était aussi assez intéressante, une grosse dimension fantastique. Malheureusement, ça l'a pas fait avec moi. Ça l'a pas fait parce que clairement, je me suis ennuyée à de multiples reprises. Finalement, le principe, un chapitre, une femme, au bout d'un moment, ça me lassait un peu. Il y a certaines choses que j'ai trouvées un peu fouillis, un peu obscures. Je comprends pas très bien ce qu'elle a fait par moment. Et puis ce style très beau, très travaillé, moi malheureusement ça me laisse à distance, notamment par rapport à l'émotion. J'ai aucune émotion dans cette histoire. Comme je vous disais, il y a quand même du non-consentement et du viol. Je tourne les pages comme ça sans émotion particulière, vous voyez. Donc
voilà, ça m'a un peu, j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Finalement, je trouve que ça reste un texte assez froid. Il y a un petit côté gothique et c'est vrai que moi, généralement, ça ne génère pas forcément d'émotion. Chez moi, je l'ai lu de manière assez distincte, assez distante plutôt. Et voilà, donc c'est dommage. Un beau texte, très très bien écrit, une idée intéressante, un très bel objet livre, mais malheureusement quelques longueurs, un peu fouillis et puis surtout un manque d'émotion en tout cas. Pour ma part, voilà, une lecture qui a un petit peu fait flop et donc voilà, c'est une déception parce que je vous avais dit que c'était le titre, je l'avais mis dans ma pile à lire l'année dernière du Scary Spooky, je voulais absolument le lire cette année et ça ne l'a pas fait. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Un autre roman qui l'a pas fait, mais pas fait du tout, Keiro enfin, de Kyoshi Kurosawa, publié chez Picky et Poche. Alors, même pour faire le résumé, ça va être un peu compliqué. Donc on suit principalement une jeune fille d'une vingtaine d'années, Michi, et elle travaille dans une entreprise de communication, je crois quelque chose comme ça, pas très très clair. Et on va la suivre, elle, mais également quelques autres personnages. Autour d'elle, on a des personnages qui vont tout d'abord disparaître, puis qu'on va retrouver suicidés. Et ça, c'est un événement qui va arriver dans plusieurs endroits à travers le monde. Ça va faire une espèce d'épidémie de disparition et de suicide. Et donc, c'est l'histoire que nous raconte ce roman. Eh ben, j'ai pas tout compris. On va la faire courte. Hein. C'était bien écrit, c'était facile à lire, c'est de l'écriture asiatique comme j'aime, donc globalement ça va à l'essentiel, mais l'histoire, elle est floue, elle est embrouillée, il y a aucun attachement, encore une fois, au personnage, vous rencontrez quelqu'un, ce personnage il va disparaître puis se suicider, limite vous vous en fichez. L'auteur il nous explique pas grand chose, c'était un texte très 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 what the fuck. Je suis allée au bout parce que jusqu'au bout j'ai eu l'espérance d'avoir une explication. Mais non, pas du tout. Et puis je suis allée. Alors c'est pas vrai. Si, il y a quand même une explication, mais même cette explication, je l'ai trouvée très fouillie, très très perchée. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est pas très clair. C'est assez embrouillé. Alors je suis aussi allée au bout parce que d'un point de vue texte. Alors autant le style de Louise Lebar, on est sur un texte travaillé poétique. Ici, on n'est pas sur un texte poétique, on est sur une écriture assez simple et c'était facile à lire en fait. Mais je j'ai pas bien tout compris. Honnêtement, même la fin, elle m'a laissé un peu sur ma faim, on va dire. J'ai appris après, grâce à l'un d'entre vous sur Insta, que c'était un roman qui était tiré d'un film. Alors il me semble que c'était d'abord le film de Kurosawa et ensuite il a mis son film en roman. Peut-être qu'un jour je regarderai le film si je tombe par hasard dessus, mais je dois bien avouer que c'est un roman qui est resté très très obscur et voilà, ça m'a pas forcément donné envie de relire du Kyoshi Kurosawa. Je peux pas vous le recommander non plus, sauf si peut-être vous avez vu le film, évidemment, ça sera plus clair. Mais là, franchement, moi, je suis complètement passée à côté. Oups, le roman est tombé. Mais en tout cas, bref, je suis complètement passée à côté. Et s'il y en a qui l'ont lu parmi vous et qui ont compris quelque chose, n'hésitez pas à venir me voir en MP parce que franchement, j'en reste encore assez sceptique. Un autre roman qui a été un flop, vous allez me jeter des cailloux, je crois. Voilà, écoutez, ça sera sujet à débat. Hein, un roman qu'il n'a pas fait avec moi, un roman a fait plus de 600 pages, et c'est Cimetière de Stephen King, publié au livre de poche. J'ai l'ancienne version avec le chat noir. J'ai même oublié comment il s'appelait ce petit chat. Bref, Church, c'est pas le Church, je crois. Alors, Cimetière, on va faire la rencontre d'une famille, la famille Creed, qui vient s'installer à Ludlow, dans un petit village du Maine. La maison est juste à côté d'une grande route, peut-être une nationale, une départementale, bref, une route qui est très très passante. Et de l'autre côté de cette route, il y a un vieil homme qui habite avec sa femme. Ils vont donc faire la rencontre et ce vieil homme va lui expliquer que, eh bien, derrière sa maison, un petit peu plus loin, il y a un cimetière des animaux et encore derrière, il y a un autre cimetière, un cimetière cette fois-ci plutôt indien. Voilà, on va s'arrêter à ça. Cimetière, c'est un roman qui est extrêmement connu. Je pense que vous êtes très nombreux soit à l'avoir lu, soit à avoir vu les différentes adaptations qui existent. Alors, ce roman était un flop. Je suis hyper déçue.
moi-même, hein, voilà. Alors, en discutant avec plusieurs fans de King, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement deux teams. Une team pour qui c'est un roman incroyable et une team qui ne l'a pas aimé. Donc moi, je fais partie de la team qui l'a pas du tout aimé. Je l'ai trouvé très long, trop long. Je me suis beaucoup ennuyée. Et alors, je pense surtout ce qui a énormément desservi ce roman, c'est que moi, je m'attendais vraiment à un roman horrifique, un roman d'angoisse, vraiment un roman presque terrifiant. Et ben avec moi ça n'a pas marché quoi, j'ai jamais eu peur. Les quelques scènes où éventuellement on pourrait avoir peur, moi j'ai levé les yeux au ciel ou alors je les lisais en mode distante encore une fois en me disant ouais ok d'accord. Et je tourne les pages. Voilà, ce côté horrifique, pardon, je ne l'ai pas vu. Je ne me suis pas du tout attachée à cette famille Creed. Le personnage principal, Louis, euh, assez neutre. Donc il y a sa femme, un petit garçon et une petite fille. Je trouve que le seul personnage quelque part que j'ai trouvé qui m'a plu, c'est Judd, donc le vieux monsieur qui habite en face de chez eux. Et puis la petite fille qui était plutôt mignonne et attachante. Mais je n'ai pas aimé sa femme. Alors le petit garçon, il est trop petit pour pouvoir s'attacher vraiment, on va dire. Lui, il m'a pas plu plus que ça non plus. Voilà, ouais, je sais pas. Franchement, la famille, je me suis pas attachée du tout. Ils avaient plutôt tendance tous à m'agacer les uns les autres, en fait, hein. Euh, King fait une construction tranquille, en fait. On suit le roman donc, au moment où la famille Creed s'installe, et puis il va se passer un certain nombre d'événements. Ça va être malgré tout progressif. Ça va aller de plus en plus loin, on va dire. Donc la construction, elle est intéressante et elle aurait pu m'amener vraiment à des choses qui m'auraient fait peur, mais ça m'a pas marché, quoi. Enfin, les événements qui se passent, je sais pas, peut-être à partir de 200 pages avant la fin, quelque chose comme ça. J'ai pas été touchée, ça m'a pas bouleversée, ça m'a pas ni horrifiée, rien, je vous dis rien. Je suis passée complètement à côté, je n'ai rien ressenti à la lecture de ce roman. Je me suis ennuyée beaucoup, rien n'a fonctionné. J'ai trouvé la fin sans surprise, sans. Alors je peux pas dire que j'avais deviné la fin parce que c'est pas tout à fait ça, mais quand je l'ai vu arriver, je me suis dit ah ouais, bon ok, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Voilà. Donc la fin, pas de surprise particulière, pas de retournement de situation qui m'ont bouleversée complètement. Enfin, rien. Il n'y a rien qui a marché dans ce roman avec moi. Je suis la première déçue parce que j'aurais aimé adorer ce roman, mais malheureusement ça ne l'a pas fait. Je relirai du King et alors, comme je l'ai dit dans le live sur le groupe Un King par mois ensemble, en fait, quand j'ai lu d'autres romans de King, hein, Le Fléau et puis Dôme notamment, j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'il y avait des longueurs et tout ça, et moi je les avais pas ressenties en tant que telles. Ici, j'ai vraiment ressenti les longueurs et quand je me disais ah là c'est long, et ben dans ma tête je me disais ah oui je comprends ce que les gens ont ressenti en lisant Le Fléau, Dôme ou d'autres romans où eux ont ressenti des longueurs. Moi j'en avais pas forcément ressenti et là, voilà, pour moi, c'était long. Et c'est vrai que je me suis beaucoup ennuyée. J'ai beaucoup attendu que l'histoire démarre. Enfin bref, je ne vais pas m'apesantir, vous avez compris, c'est un flop. Ce sera une unpopular opinion également. Voilà, on ne peut pas tout aimer, même sur un énorme auteur comme King et même sur un roman qui est ultra populaire et plébiscité. Pour moi, vous comprenez, ça sera clairement pas mon roman de King préféré. Peut-être celui que j'aime le moins. Hein. Peut-être. On va passer à toute autre chose, un roman qui m'a fait passer un beau moment, on va dire, c'est Ce qui hante les bois de Dawn Kurtagic, publié aux éditions du Chat Noir, un roman avec une. L'objet livre est vraiment très joli, magnifique couverture de Raquel Nera, voilà, parce que je la trouve vraiment magnifique. On est sur un roman qui a une structure un petit peu particulière, avec beaucoup de dialogues, quelque chose d'assez aérien, on va dire. Alors, j'ai lu également The Dead House de l'autrice, hein, et je pense que c'est un peu sa marque de fabrique de faire une construction à chaque fois un petit peu atypique. Moi, j'aime beaucoup. Donc, déjà, la structure est plutôt originale. Je vous ai pas fait de résumé, je vais peut-être vous faire un résumé. Donc on va faire la rencontre au début du roman de deux jeunes filles, Scylla et Nori. Elles se sont enfuies du foyer familial puisque le père frappait sa femme et a priori les battait elle également. Et elles décident d'aller au manoir familial où habite leur tante, un manoir qui s'appelle la Baume. Et voilà, tout va tourner autour de ce manoir, de ces deux sœurs, de cette tante, de leur histoire familiale. Voilà, tout tourne autour de ça.
dans une histoire finalement assez fantastique. Alors c'est un roman assez déroutant, qui m'a embrouillée, qui m'a perdue, qui m'a amenée sur différents chemins. Il y a un côté fantastique un petit peu angoissant, un petit peu flippant. Alors vous voyez, autant dans Cimetière j'ai pas frissonné, autant dans celui-ci il y a eu 2-3 fois où j'étais pas toujours très très à l'aise, on va dire. Euh, je vous recommande de lire ce roman, alors je dirais pas d'une traite, parce que je pense que si on le lit sur une période trop longue, c'est un roman, cette durée de lecture trop longue peut desservir le roman, justement parce qu'on est plus sur un roman qui va poser une ambiance, et quand on n'arrive pas à rentrer dedans, bah ça marche pas, voilà. Moi, globalement, ça m'a beaucoup plu. Donc, roman d'ambiance, ça passe ou ça casse, hein, ce genre de roman. On est bien d'accord avec moi, là, ça s'est plutôt bien passé. Je l'ai lu dans un week-end, je crois, donc assez vite. J'ai accepté de me laisser emporter par l'histoire, quand bien même parfois c'était brouillon, c'était fouillis. L'autrice, elle a cette capacité, je trouve, à vous embrouiller complètement, et puis tout doucement, elle tire le fil et elle vous amène jusqu'à la vérité et jusqu'à là où elle a envie de vous amener. J'ai failli vous dire quelque chose qu'il fallait pas vous dire. Je me suis repris juste à temps. Donc bref, elle arrive à très très bien gérer ça, ce côté un peu au début, voilà, vous êtes paumé, vous savez pas trop pourquoi, où vous êtes, quelle période. Et puis finalement, ça avance tout doucement, voilà. C'est une lecture qui moi m'a beaucoup plu. J'ai préféré The Dead House, clairement. Je suis pas certaine de garder ce roman ni même de le relire. L'ambiance, elle était bien glauque, un bon roman fantastique. Je trouve que c'est plutôt un roman sympa à lire aux alentours d'Halloween. Ça met bien dans l'ambiance. Je trouve que, enfin, j'étais impatiente de connaître la fin pour voir jusqu'où l'autrice allait aller. Alors à la fin, vous avez toutes vos réponses à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je suis un petit peu déçue par la fin. Je trouve que la fin, elle est un petit peu trop facile à mon goût. Voilà, je pense qu'elle aurait, si elle avait proposé quelque chose d'un petit peu plus étoffé, un petit peu plus riche, je pense que ça aurait été peut-être un petit coup de cœur, même à aller savoir. Là, c'est juste resté plutôt une chouette lecture. Voilà, c'est une lecture sympathique que je peux vous recommander si vous cherchez un roman fantastique, que vous aimez la littérature gothique également. Je pense que ça peut plaire aux gens qui aiment ce genre de littérature, et surtout plutôt les romans d'ambiance, voilà, parce qu'il n'y a pas forcément énormément d'action. Mais c'était cool, et je relirai du Dawn Kurtagic, je pense, avec beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est une autrice parfaite, on va dire, à lire pour Halloween, pour le mois d'octobre. Un autre roman que j'ai lu, et je suis ravie de l'avoir lu en fait pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer. J'ai donc lu L'Empire du Vampire de J. Christophe, publié chez De Saxus, sorti en octobre, lu quasiment dans la foulée. C'est quelque chose qui ne m'arrive quasiment jamais, on est bien d'accord. Donc là, j'ai lu en lecture commune avec Dorian, Monsieur Cabric. C'était volontaire de notre part parce qu'on avait envie de se relancer dans un titre de J. Christophe après Nevernight. Et puis parce que finalement c'était sympa aussi de lire un roman sans en avoir vu aucune critique, aucun avis, aucune chronique, vraiment de se lancer vierge de toute idée préconçue. C'est une belle briquette, hein, il fait un peu plus de 900 pages. C'est également un roman illustré. J'aime beaucoup les illustrations proposées. Est-ce qu'on a le nom de la personne? Je pense, il me semble que je l'avais vu. Illustration par Bon Ortwick. Voilà, donc je vais regarder parce que les illustrations m'ont vraiment beaucoup plu. Je ne sais pas s'il a fait d'autres choses, en tout cas d'autres choses publiées en France. Moi j'ai beaucoup aimé. Ici, on va donc faire la rencontre du vampire Gabriel de Léon. Non, pas du tout, il n'est pas vampire. C'est un sang-mêlé, pourrait-on dire. Alors je crois que dans ce roman, ils n'appellent pas ça comme ça, ils appellent ça il est saint d'argent, en tout cas il va devenir saint d'argent, il va faire partie d'une confrérie d'hommes. Est-ce qu'il y a des femmes? Alors oui, d'hommes qui sont des sangs mêlés, c'est-à-dire qu'ils ont un de leurs deux parents qui est vampire et un de leurs deux parents qui est humain. Ça leur donne des capacités particulières et ils chassent les vampires. Alors je vous dis, il y a également des femmes, puisque les femmes, elles, ne vont pas aller chasser les vampires, mais font plutôt un peu l'office de sœurs. Et tout ce petit monde fait partie d'une confrérie voilà, dont l'objectif est d'éradiquer les vampires. Voilà, quelque chose d'assez simple. Au début du roman, on va donc rencontrer Gabriel de Léon. Il est emprisonné par un vampire et il va nous raconter son histoire à la demande du vampire. Donc on va faire des alternances entre le présent et le passé. Système finalement assez classique également, le système du personnage qui vous raconte sa vie, système assez classique. Donc déjà, d'un point de vue style, on va dire, hein, on retrouve le style de J. Christophe, donc c'est
addictif, facile à lire, très agréable. L'alternance de passé présent, comme je vous le disais, avec moi c'est quelque chose qui marche plutôt très très bien. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, à découvrir le passé de Gabriel, mais également une partie du présent. Et puis également, ce système-là de passé-présent, ça a aussi ça donne du rythme en fait quand vous lisez quelque chose. Alors si vous aimez ce genre de système, je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas beaucoup ça, mais avec moi ça marche très bien et ça donne beaucoup de rythme parce que quand vous êtes dans le passé et que tout d'un coup ça s'arrête, vous arrivez dans le présent, vous avez envie de savoir, vous êtes d'un côté un peu frustré et donc vous avez envie de retourner dans le passé, vous êtes dans le présent, il se passe un certain nombre d'événements et tout d'un coup vous êtes à nouveau frustré, vous retournez dans le passé, bref, vous avez compris l'idée. Moi, c'est quelque chose qui marche bien, ça donne du rythme à la lecture. Par contre, je trouve qu'il y a quelques petites longueurs. Alors, le roman fait plus de 900 pages. C'est pas complètement étonnant non plus, hein, notamment dans les parties dans le passé. On va voyager, voilà, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a quelques combats, il y a des choses comme ça. Et oui, je dois bien avouer que j'ai senti, moi, de mon côté, quelques longueurs. Je crois que Dorian aussi, donc la construction était plutôt cool, malgré tout. On est sur un tome qui est resté globalement plutôt introductif à l'univers. À Gabriel, on arrive à la fin. Alors, par contre, on arrive à la fin de ce tome 1. Sachez que le tome 2 n'est même pas encore publié aux États-Unis, hein, donc j'ai pleinement conscience que quand je lirai la suite, il faudra que je le relise celui-ci. Je suis quasi certaine. Hein. Donc ça reste un tome assez introductif. Par contre, à la fin de ce tome 1, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas d'énorme cliffhanger. Vous pouvez tout à fait patienter pour lire la suite. Vous avez quasiment la totalité de l'histoire de Gabriel, elle est présente dans ce roman, jusqu'au temps présent, où là, a priori, il va se passer d'autres choses. Donc un tome plutôt introductif, assez addictif, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Comme d'hab avec J. Christophe, il y a beaucoup de retournements, beaucoup d'événements. J'ai quasiment rien vu venir, voilà, mais comme à chaque fois, je suis plutôt une grande naïve quand je lis. Et voilà, c'était plutôt cool. Et quand on a lu ce roman avec Dorian, on s'est fait un peu la même réflexion. Alors moi, le côté je suis un vampire et je raconte ma vie, ça m'a fait penser à Entretien avec un vampire. Et puis il y a un autre roman auquel, sans se concerter, on a pensé tous les deux, le Gabriel, dans la manière dont il nous est présenté et la manière dont il va voyager, notamment en lien avec l'église, ça nous a aussi tous les deux fait penser aux sorceleurs. On trouvait qu'il y avait des vibes, voilà, il y avait des vibes sorceleurs, des vibes de combat, ce personnage un peu solitaire, un peu isolé, avec beaucoup de pouvoir, etc. Voilà, deux ambiances, mais à la J. Christophe, hein, donc voilà, c'est juste des petites vibes, ce n'est ni un sorceleur, ni un entretien qu'un vampire, pas du tout, c'est vraiment autre chose. C'est très cool, voilà, si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas, franchement, foncez, c'était plutôt cool, et voilà, quand la suite paraîtra en France, eh bien, je relirai ce tome 1 parce que j'aurais quasiment tout oublié, forcément, mais je pense que je lirai la suite, c'est un univers à nouveau très très riche, et moi, voilà. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Autre titre qu'on a vu partout, en octobre avec Dorian, toujours en lecture commune, j'ai lu 2 tomes de la série Blackwater. Donc j'ai lu le tome 1, La Crue, publié chez Monsieur Toussaint L'Ouverture, et le tome 2, La Digue, de Michael McDowell. Donc c'est une série qui est complète en 6 tomes, vous l'avez vu passer partout. Donc j'ai décidé de vous parler très rapidement de ces 2 tomes en même temps. Ici, on va faire la rencontre de la famille Casquet et au début du tome 1, eux-mêmes vont faire la rencontre d'une jeune femme qu'ils vont sauver d'une crue assez incroyable. Je ne sais plus comment s'appelle. J'ai oublié comment s'appelle le personnage féminin. Je ne sais plus du tout comment s'appelle Elinor, voilà. On va faire la rencontre du personnage d'Elinor, donc la jeune femme qu'on voit ici, voilà, qui va donc être sauvée de cette fameuse crue par la famille Casquet. Et on va donc les suivre. On est sur une ambiance de saga familiale, donc j'ai beaucoup aimé le tome 1, justement, avec cette ambiance de saga familiale, avec une petite pointe de fantastique qui arrive à plusieurs reprises. Un premier tome qui est malgré tout assez introductif, et puis sur les 2 tomes, une plume très facile à lire, c'est hyper addictif, c'est très très agréable, très rapide,
On a un petit côté Stephen King dans la manière de nous raconter la vie de cette famille, les différents événements, ces fameuses digressions hein, qu'on trouve dans tous ces romans. Je trouve qu'ici, on a un petit côté comme ça qu'on retrouve aussi. Le tome 2, il m'a un petit peu moins plu que le tome 1 parce que finalement, il lui ressemble beaucoup. Je trouve que ce tome 2, il est dans la droite ligne du tome 1, tout aussi facile à lire, tout aussi intriguant. La famille Casquet s'étoffe avec d'autres personnages hein, qui vont à nouveau avoir un rôle à jouer. On a beaucoup de toxicité aussi hein, dans cette famille, notamment par la matriarche, hein, Mary Love, qui veut imposer tout à tout le monde et tout décider pour tout le monde. Voilà, donc 2 tomes globalement que moi j'ai beaucoup aimé. Je lirai la suite. Donc par contre je suis un peu étonnée parce que je m'attendais peut-être à une présence du fantastique un petit peu plus présente justement. Et en fait non, voilà, ça reste des petites touches par moment. Il y a 1 ou 2 scènes un petit bien creepy quand même, mais sinon pour moi on est surtout sur une saga familiale et j'ai beaucoup aimé. Je lirai la suite et puis voilà, je vais pas vous refaire le pitch sur la qualité du travail éditorial, vous l'avez vu partout, c'est une saga que vous avez vu partout, c'était cool, j'ai beaucoup aimé, je rejoins l'avis général et je lirai la suite. On arrive dans les 3 romans que j'ai lus dans le courant du mois d'octobre et que j'ai juste adoré. Mais vraiment, vraiment adoré. Le premier roman que j'ai adoré, c'est Psychose de Robert Bloch. Moi, j'ai une vieille version publiée aux éditions Le Point avec l'affiche du film. Enfin, l'affiche du film. C'est peut-être pas l'affiche du film, en tout cas, c'est une photo extraite du film d'Alfred Hitchcock. Si jamais vous ne connaissez pas Psychose, on va faire la rencontre de Norman Bates. Norman Bates, il est le propriétaire d'un motel un peu à l'abandon suite à la construction d'une route. Et un soir d'orage, une jeune femme qui s'appelle Marie et qui a volé beaucoup d'argent par un concours de circonstances va arriver dans cet hôtel et elle va y passer la nuit. Je m'arrête là. On est sur un thriller, alors avec une ambiance un petit peu fantastique, hein, voilà, mais principalement un thriller. C'était hyper fluide, hyper facile à lire. Je crois que je n'avais jamais lu Robert Bloch, mais franchement, ça m'a vraiment donné beaucoup envie de découvrir sa plume, enfin, de continuer à découvrir sa plume. Le roman a été écrit en 1959. C'est hyper moderne dans l'écriture, dans la manière de raconter l'histoire. J'étais à fond. On va être uniquement dans la tête, enfin, quasiment uniquement dans la tête de Norman, hein, le propriétaire du motel. J'ai adoré, franchement j'ai adoré ce roman, c'est une vraie pépite, je comprends hein, pourquoi Alfred Hitchcock avait choisi de l'adapter en film. Au niveau du style on est dans tout ce que j'aime, c'est-à-dire c'est assez simple mais c'est très efficace, c'est pas compliqué ni complexe, il n'y a pas des grandes phrases avec beaucoup de style, c'est certain, ça va à l'essentiel, mais moi finalement c'est ce que je préfère. Voilà, je n'apprécie pas particulièrement les plumes très travaillées, c'est quelque chose qui a tendance à me détacher de la lecture. Là pas du tout, j'étais à fond dans l'histoire, j'étais angoissée alors que je connais l'histoire. J'ai vu le film il y a vraiment assez longtemps. J'avais pas tant de souvenirs que ça, mis à part les quelques scènes choc. Voilà, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Cette fameuse musique également qui est hyper connue. J'ai été emportée dans l'histoire. J'ai adoré ce roman. Je ne peux que vous le recommander si vous cherchez un roman avec une ambiance noire, glauque, oppressante, angoissante. Imaginez un petit hôtel isolé, un soir d'orage. C'est parfait, c'était génial. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré Psychose et je compte bien lire du Robert Bloch. Je crois que j'ai d'autres titres dans ma pile à lire, mais voilà. Alors, je me rends compte que les 3 romans que j'ai adorés, non, j'allais dire, on est sur des styles complètement différents. Pas tout à fait. Le deuxième roman que j'ai adoré, c'est Second Occupant, le tome 2 de John Crossford, publié aux éditions Critique. Le tome 3, au moment où vous verrez cette vidéo, vient de paraître. Alors, je ne sais pas si je vais l'acheter tout de suite parce que le tome 4, il est prévu pour mai. Et le tome 5 qui sera le dernier est prévu pour octobre ou novembre 2023. Donc je ne sais pas si je vais l'acheter, je ne voudrais pas le lire trop tôt ni trop tard. Voilà, parce que c'était super. Franchement, c'était vraiment excellent. Ici, on est dans une saga de science-fiction, space opéra, planète opéra, parce qu'on est à la fois dans l'espace et à la fois sur différentes planètes, à travers l'univers. Si vous aimez Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica, tout ça, c'est une série qui est pour vous.
On y suit donc différents personnages qui mènent chacun une quête, on va dire, un petit peu comme ça. Donc déjà, j'adore le style, j'adore la manière dont l'auteur raconte son histoire. On suit différents personnages et donc chaque chapitre est consacré à un personnage. Ces différents personnages sont chacun dans différentes parties de l'univers, bien évidemment. C'est très facile à lire, comme je disais, si vous aimez la science-fiction, j'allais dire à grand spectacle, foncez, parce que moi, quand je lis Second Ocumen, je visualise des batailles genre à la Star Wars, je visualise des complots à la Star Trek avec des créatures et tout ça. Franchement, on me dirait, on va l'adapter en film ou en série télé, je ne serais pas surprise parce que je trouve ça très cinématographique. Ce tome 2, il est beaucoup plus axé complot politique, stratégie militaire et également une grosse présence de la religion à travers notamment quelque chose qui pourrait s'apparenter à l'Inquisition en fait. J'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment excellent, très bien fait, très construit, très bien mené, il y a beaucoup de rythme. Je trouve que l'alternance de points de vue, elle apporte également beaucoup. Alors moi, j'ai une petite préférence pour certains personnages, bien évidemment. Voilà. Je trouve que peut-être qu'une petite liste de personnages au début ou à la fin, ainsi que des cartes complémentaires avec notamment les... Alors, on a une carte générale de l'univers, celle que je vous ai montrée, mais on n'a pas de petites cartes avec les planètes, parce qu'on est centré principalement sur certaines planètes. Et moi, j'aurais bien aimé peut-être avoir des petites cartes complémentaires. Vous savez que moi, j'aime bien et j'ai besoin aussi de visualiser quand les personnages se déplacent, ça m'aide beaucoup. Voilà, ça aurait été cool, ça ne m'a pas pénalisé plus que ça ma lecture, puisque je vous dis que j'ai adoré, mais je pense que ça aurait plutôt été sympa. Les personnages, on s'attache à certains plus qu'à d'autres, puisque là forcément l'auteur creuse davantage leur histoire et on les accompagne beaucoup plus. Il y a encore certains éléments, je trouve, où il continue de poser, il y a encore un petit peu côté introductif à certains moments, on a des combats, on a... Franchement, vous avez compris, j'ai adoré, c'était une excellente lecture. J'ai hâte de lire la suite, comme je vous le disais, elle vient de sortir, je pense que je vais me la procurer peut-être pas tout de suite. Je la lirai peut-être plutôt début 2023, peut-être ce tome 3. L'identité de John Crossford vient d'être révélée puisque c'est un pseudo sur le site et l'Instagram des éditions critiques. Je vous incite fortement à aller découvrir cet auteur et pourquoi les éditions critiques ont choisi de prendre un pseudonyme pour cet auteur. J'ai d'ailleurs mis des autres titres de ce vrai auteur dans ma wishlist parce que je me dis que s'il écrit toujours comme ça va peut-être devenir un de mes auteurs chouchous, franchement, parce que c'était vraiment top. Et petit oubli, mais comment j'ai pu oublier, je l'ai lu en lecture commune avec Dorian, Monsieur Cabric et Caroline de la chaîne Miss Carolivre. Merci à eux de m'avoir accompagnée sur cette lecture. La lecture était top et les comparses de LC étaient top également, donc voilà. Et le dernier roman dont je voulais vous parler et que j'ai adoré, alors j'ai choisi de le mettre en dernier, pas parce que je l'ai plus aimé que les deux autres, parce que comme je vous le dis, j'ai adoré Psychose, j'ai adoré Second Ocumen et j'ai adoré Octobre de Soren Svenstrup, publié au livre de poche. J'ai choisi de le mettre en premier simplement parce que c'est celui que j'ai lu le plus vite. Voilà, ça a été... alors, quoique... Psychose, je l'ai lu très vite, mais parce qu'il fait 200 pages, 220 pages. Donc forcément, celui-ci, c'est quand même The Briquette. C'est juste pour ça que je l'ai mis en dernier. Mais franchement, les trois derniers, foncés, je les ai adorés quasiment autant tous les trois. Ici, on est dans un thriller. Je l'ai lu en lecture commune avec Dorian parce que octobre, voilà, si on ne lit pas au mois d'octobre, pourquoi Ici, on est donc dans un thriller où on va retrouver à côté de certains corps un petit bonhomme fabriqué à base de marron, là comme ça. Et on va suivre donc une enquêtrice et un jeune enquêteur qui est envoyé un peu en punition, on va dire, pour travailler dans cette région. Il vient d'Interpol, mais a priori il a été un petit peu puni, donc on l'a dégagé d'Interpol en exil pendant quelques temps. Donc on va suivre simplement voilà, cette enquête que représentent ces petits marrons, qui est l'assassin, etc. Un thriller somme toute hyper classique. Franchement, c'est un thriller au niveau des thématiques. C'est pas hyper original, franchement, mais c'est hyper efficace. Franchement,
voilà, c'est ultra addictif, on a des chapitres ultra courts, c'est très 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 cinématographique, ça se lit tout seul, je l'ai dévoré. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, moi je l'ai dévoré, j'étais à fond dans l'histoire. Alors c'est très cinématographique et en plus ça tombe bien puisqu'il y a, il me semble, une série télé qui est tirée d'Octobre, série télé qui doit être visible sur Netflix, je crois. Alors je sais que mon conjoint l'a regardé, il est peut-être l'année dernière. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, bah écoutez, foncez, mais lisez le roman d'abord, franchement, c'est excellent. Moi, il y a un certain nombre de rebondissements que j'ai pas vu venir. Comme je le disais tout à l'heure, je suis souvent une grande naïve. Parfois, ça m'arrive de deviner certaines choses, mais là, rien du tout. Je me suis laissée complètement porter dans l'histoire. C'était top. J'ai adoré le duo d'enquêteurs. J'adorais le retrouver dans un autre roman. Malheureusement, je crois que l'auteur, pour le moment, il n'a rien fait d'autre. L'auteur, il est scénariste et franchement, je trouve que ça se ressent dans le rythme qu'il a donné à son histoire, comme je disais, quelque chose d'hyper addictif. Voilà, je dirais rien de plus. C'est pas forcément le thriller du siècle dans le sens en termes d'originalité et tout ça, mais en termes d'efficacité, franchement, il y a longtemps que j'avais pas lu quelque chose qui fonctionnait aussi bien. Donc j'ai adoré Octobre. À nouveau, je rejoins l'avis général. Si vous l'avez pas lu, foncez. Et si vous l'avez lu, ben, jetez un œil sur la série télé. Alors quand bien même, il me semble de mémoire que la série télé est très très fidèle au roman. Vous l'avez compris, donc un mois d'octobre qui a été plutôt productif en nombre de romans lus, mais également en qualité de lecture, puisqu'en dehors des 3 premiers où c'était un petit peu moyen, sinon pour le reste, voilà, plutôt des bonnes, voire des très 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 bonnes, et les 3 derniers, excellentes lectures. Voilà. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des romans que je viens de lire, et puis n'hésitez pas à m'indiquer également ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas fait, à me suivre également sur Instagram si vous avez envie de continuer à me suivre sur mes lectures. J'ai beaucoup de retard dans mes chroniques sur Insta, mais promis, tôt ou tard, tout arrivera. Plutôt tard que tôt, je crois, mais tout arrivera, promis. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.